À la sortie de mon bac pro, je suis parti avec un billet aller sans retour au Chili. Quand tu te retrouves tout seul à l'autre bout du monde, là tu te dis ok, il faut pas que je fasse de conneries parce que là je suis tout seul. Dans une entreprise, pour moi, il y a qu'un patron. Comme dans un bateau, il y a qu'un capitaine. Je lui ai dit écoute papa, c'est simple. Si tu me fais pas confiance, tu me dis, je prends la porte et je vais faire ma vie ailleurs. Il y a personne qui m'a dit comment il fallait faire, donc j'ai tout essayé. Moi, je me suis rétamé plein de fois. Aujourd'hui, en tant que dirigeant, on se sent souvent seul. C'est quoi la place de l'argent dans ta vie ? Moi, c'est pour pouvoir faire des choses qui me font kiffer. Tout est possible, faut pas se mettre de barrières. Si aujourd'hui tu t'estimes être là et que tu veux aller là, bah vas-y. Avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Hostinger, le meilleur outil pour créer votre site web et l'héberger en quelques clics. J'imagine que comme moi, vous avez des idées au quotidien. Par contre, quand il s'agit de les mettre en œuvre, c'est une autre histoire. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, on peut passer d'une idée à un produit en quelques heures seulement? Magnifique, non? Aujourd'hui, c'est possible. Grâce à l'IA d'Hostinger, vous êtes capable de créer votre site web en quelques clics sans aucune ligne de code ni connaissances techniques. Juste un brief. Concrètement, pour moins de 3 €, vous avez tout ce qu'il vous faut pour lancer votre présence en ligne. Vous pouvez créer jusqu'à 50 sites et vous avez aussi l'hébergement, le nom de domaine et un mail pro inclus. Alors que vous soyez freelance, entrepreneur, créateur ou sur le point de monter votre première boîte, Hostinger vous fera gagner un temps de fou. Et ça tombe bien, pour l'occasion, Hostinger vous offre 10% de réduction avec le code DLTCEO. Je vous ai mis le lien en description, je vous invite à cliquer, à itérer, à créer plein de sites web et surtout à me faire vos retours. Un grand merci à Hostinger de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir quelqu'un avec qui je vais parler de palourde. Depuis ce matin, je suis en train de réfléchir quelle est mon intro. Je crois que la palourde définit bien la thématique d'aujourd'hui, non? Comment ça va, Gaël? Super, merci. Pourquoi les palourdes? Les palourdes, c'est notre produit phare depuis que je suis né. Mets-moi un peu d'entrain dans ça, t'as Les l'air palourdes, blasé, mec. c'est un peu l'histoire de la famille. C'est un peu l'histoire de ma famille. Une boîte d'élevage de palourdes et pas que. Ouais. Maintenant, Ok. ça s'est beaucoup diversifié, mais le cœur du produit, c'est nos palourdes. Et tu as utilisé le mot famille, et je vais spoiler, on va parler de famille, parce que c'est une histoire familiale. D'ailleurs, je sais pas pourquoi en ce moment, bon, tu le sais, je monte héritage, mais je reçois de plus en plus d'entrepreneurs qui reprennent le flambeau de leurs parents, parfois dans la galère, parfois au contraire, un truc qui marche hyper bien. Et je suis sûr, à chaque fois que tu conjugues avec des biais, on va en parler. On va parler non pas d'argent, mais au moins de comment capter la valeur. Mais moi, je vais reprendre les débuts et aussi de la suite, parce que je sais que tu as plein de projets en tête. Tu te définis comment aujourd'hui, Gaël? Est-ce que tu es entrepreneur ou pas? Ouais, je me définis comme entrepreneur. Je me définis pas comme ostriculteur, ou c'est le nom qu'on utilise pour les éleveurs d'huîtres. Aujourd'hui, je me définis comme chef d'entreprise et entrepreneur. Tu peux me parler juste de la boîte, donc vous l'aurez compris, mais tu l'as pas créée. Non, La boîte je l'ai de pas tes créé. parents? Non. Tu peux nous faire une sorte de chronologie de la création jusqu'au moment où toi, tu es apparu dedans. Spoiler, tu as été entrepreneur à 12 ans, tu m'as dit. Ouais, même je peux pas vraiment mettre d'âge là-dessus. Ouais. Bah ouais, tu sais, qu'on comprenne un petit peu l'évolution et surtout comment tu as repris un peu ce flambeau, dans quel contexte? Mes parents se sont installés à Carnac dans les années 89, je crois. Ok. À Carnac en Bretagne, pour faire de l'élevage de la palourde. On n'est pas issu d'une famille de plusieurs générations dans le milieu maritime. Mon père s'est installé là-dedans, sans rien y connaître. Ils étaient au bord de la mer avant ou même pas? Non, même pas. Mon père a fait une école ingénieur tropical. Donc il voulait être paysan, mais pas paysan de la mer. Il s'est planté. Voilà. Ok. Bon, bref, ça c'est la suite des choses fait qu'il est arrivé ici. Moi, je suis le dernier de la famille. J'ai une grande sœur et un grand frère. Et on a grandi dans cet environnement. Et mon père, très très gros bosseur. J'ai vu avec lui dans la famille, je pense qu'on a vu un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un métier c'est un métier comme de paysan, mais avec la mer. Donc quand mon père s'est installé, je l'ai su seulement après. Ok. Mais il a connu beaucoup de galères avec de la mortalité, donc il a dû rebondir. Et je me mets à sa place avec ma mère aussi, qui a toujours été présente, qui a toujours travaillé avec lui. Juste mortalité, tu parles de quoi? En fait, c'est sur l'élevage. Sur l'élevage, il y a eu un moment, toutes les palourdes ont été décimées par une maladie. Donc, La tu maladie perds de tout l'anneau ton- brun, c'est quelque chose d'assez connu. C'est du CA par cycle, j'imagine, et tu perds tout ton prochain cycle, en gros ou, Ouais, c'est ça, tu perds tout. Ok. Tu perds tout. Donc, il a une boîte, il s'était installé là, la famille, les enfants. J'en ai jamais trop discuté avec lui, mais je me mets à sa place où il faut avancer. Donc, il a pris les devants, il a su se diversifier, toujours dans le même produit, et a commencé à élever différemment et à faire du négoce. Et moi, j'ai grandi dans cet environnement-là.
Et en fait, en grandissant là-dedans, je pensais que c'était normal d'avoir une enfance comme celle-là. Tes potes, pas du tout? Aucun était fils d'entrepreneur, d'artisan, d'agriculteur Non. Non? Ok. Non, différemment, non. Mais pour autant, Fils d'entrepreneur, fils de chef d'entreprise, oui. Ok. J'en ai des potes comme ça. Mais d'agriculteurs comme ça, ostriculteurs, si, j'ai quelques potes qui sont ostriculteurs, mais c'est pas la même histoire. C'est pas la même chose. Là, c'est mon père qui est venu sans aucune, entre guillemets, connaissance. Il a tout appris sur le tas. À 12 ans, tu découvres ça? Tu mets les mains dans le cambouis? Non, en fait, l'autre jour, je t'ai dit 12 ans. Parce que je me souviens que j'ai monté la vente au détail, je crois que j'avais 12 ans. Mais j'ai des souvenirs où ma mère venait me réveiller la nuit. Je pense que j'avais 5 ans. Gaël, viens décharger le camion. Ton père est pas là. Il y a un camion et je sais pas, il devait être minuit. Et moi, quand on est gosse, avec du recul, on sait pas si c'est la norme ou pas. Moi, j'ai grandi comme ça. À filer des coups de main le soir, le matin, les vacances, tout le temps. Le goût de l'effort, tu l'as toujours eu? Ou c'était même pas en fait une question, t'es en train de dire que c'était normal? Ouais, je pouvais pas me comparer en fait. J'avais pas de moyen de comparaison, je pensais que c'était normal. À quel moment t'as plus juste aidé ton père parce que c'est ton père et qui te dit va décharger? Et à quel moment t'as dit ok, là je dois apporter quelque chose, c'est un job, même si t'étais pas full time encore dessus, mais vouloir apporter ta pierre à l'édifice, ouais. Il y a eu plusieurs phases, plus ou moins importantes. Quand vers les 12-14 ans, quand j'ai monté la vente au détail, donc vente au détail, c'est vendre aux particuliers, j'ai monté ça de A à Z. Là, j'ai voulu soutenir, et donc en montant la vente au détail, j'étais de plus en plus présent au quotidien dans l'entreprise, donc je voyais, avec mon œil jeune, avec peu d'expérience, mais je voyais ce qui se passait, je voyais les pains un petit peu du quotidien, les douleurs. Et j'ai dit, bon, il faut que je les aide, c'est pas possible de continuer comme ça. Ils avaient, donc juste pour comprendre, mais ils avaient l'habitude de vendre en direct à d'autres intermédiaires, en fait, qui eux revendaient. Ouais. Ok. Quand tu dis de la vente au détail, c'est B2C pur. Quoi. Ouais, B2C pur, alors que nous, c'est du B2B, et même aujourd'hui, j'ai fait marche arrière, j'ai arrêté le B2C. 12-14 ans, on sait pas ce que c'est B2B, B2C. Ouais, moi non plus, je savais pas ce que c'était. À quel point tu te sens légitime pour organiser un truc comme ça à ce moment-là? Je me posais pas la question. C'est ton père qui t'a demandé la vente au détail? Ouais, de développer mon père a toujours eu des très bonnes visions. Très très bonne vision de savoir où aller, où aller. Après, comment le faire et comment le construire, c'est autre chose. Mon père a toujours été dans le feu de l'action. Donc, prise de recul pour dire il faut qu'on structure comme ci, comme ça. Pour moi, il n'a jamais su le faire. Okay. Mais à côté de ça, en même temps, toujours une très très belle vision de OK, le business, il le sent comme ça, il faudrait faire comme ci, comme ça. Et donc, je veux vraiment accentuer là-dessus. Hein, mais déjà, c'est les débuts pour toi de ton activité entrepreneuriale? Ouais, on va dire que c'est les débuts, ouais. Qu'est-ce que tu as kiffé? Ma première cliente qui arrive, qui me donne un billet et j'avais pas de monnaie dans la caisse. Première cliente, ça, je pense que ça restera toujours là. Obligé d'aller voir ma mère. Putain, mais j'ai une cliente, mais j'ai pas de monnaie. Tellement ah bah ouais, faut penser à ça. Là-bas, au moins, il y avait le stock. Il y avait le stock. C'est quoi? C'est servir à ce moment-là des clients ou c'est servir le produit de ton père et les clients, c'est juste une excuse pour rendre fiers les parents? Non, c'est plutôt servir le client. Le produit de mon père, j'ai jamais été amoureux au produit, moi. Ok. Ouais, j'ai jamais eu cet amour au produit. Je le connais très bien, je le respecte parce que je sais comment il fonctionne, mais j'ai jamais été attaché émotionnellement au produit. Ok. Raconte-moi juste un truc à ce moment-là et après on va revenir sur une chose, c'est un petit peu la croissance de la boîte. Ouais. T'es le dernier. Donc, quand toi, tu as 12-14 ans, ils sont passés par là, ton frère et ta sœur, et pourquoi ils sont pas restés? Ok. J'aime bien le hockey de j'ai capté de quoi il veut parler. On a tous grandi dans cet univers. Ouais. Mon frère était le premier à travailler avec mes parents. Et on est tous une fratrie de windsurfers, planche à voile. On a tous été mordus de planche à voile, mon père en faisait. Et en parallèle de la planche à voile, on n'a jamais, mon frère et moi, pas du tout scolaire. On a fait de la planche à voile à haut niveau et en parallèle, on travaillait. Et mon frère il me l'a jamais dit, mais je l'ai toujours senti comme ça, c'est que il s'est pas projeté de travailler sur du long terme avec mon père pour les raisons que je t'ai dit. Il avait une bonne vision, mais savoir construire les choses, ça a toujours été un petit peu compliqué là-dessus. Et lui ou elle d'ailleurs, tu vas nous parler de ta sœur aussi, ne se sentait pas d'endosser ce truc-là? Ma sœur a travaillé avec nous, mais il s'est passé des choses. Travailler en famille, c'est délicat. Okay. Et il y a eu des situations, je m'en souviens encore, où elle a dit c'est mort, jamais je pourrais continuer de travailler avec vous. Alors qu'ils l'ont fait, on est tous passés là-dedans. Mais c'était une obligation. Ils n'ont pas forcément.
Il n'y a pas du plaisir à ce moment-là pour eux? Si, je pense un petit peu. Et je pense que c'est la suite logique de dire bah, les parents ont un business, il y a un potentiel de dingue, on a grandi dans cet univers, bah, on va essayer de donner notre patte à l'édifice. Et mon frère et ma sœur n'ont pas voulu continuer là-dedans. Et je comprends totalement. Tu as dit continuer là-dedans parce qu'on spoil. Ils font quoi aujourd'hui, ton frère et ta sœur? Mon frère, il est windsurfer professionnel et il distribue aussi la marque qui le sponsorise. Il a monté son business à Donc côté. Entrepreneur. Ma sœur, elle a été championne du monde de windsurf aussi. Dans la famille, on a tous été champions du monde de windsurf. T'as été champion du monde, toi? Ouais. Tu m'as même pas dit. Non, je t'ai pas dit. C'est le bras drôle. Ok. Et ma sœur, à la suite de ça, elle sentait qu'elle arrivait au bout de sa carrière et elle a monté son business avec son mari. Dans quoi? Elle vend des matelas. Elle a monté sa marque de matelas et elle vend des matelas. Du coup, je pose ma question. Tu nous as parlé de l'arc-en-ciel. Et moi, je veux comprendre une chose. Même si la palourde et même si bosser avec tes parents, ça n'a pas marché pour les trois, visiblement, ça n'a pas marché pour ton frère et ta sœur, il y a un truc qui les a inspirés. Si tu te replonges quand tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans et que tu vois cet arc-en-ciel très d'émotions, bon, je spoil, mais oui, tu m'as dit qu'il y avait des assiettes qui volaient à la maison. Ouais. Si ça, c'est l'extrême négatif de c'est dur l'entrepreneuriat, c'est quoi l'extrême positif? Qu'est-ce que tu voyais? Bah, l'évolution de parfois d'avoir un petit peu de temps et de se dire bah, c'est bien, les problèmes que j'avais hier, aujourd'hui sont devenus des petits tracas et de step up comme ça progressivement. C'est de voir l'évolution. Mais ils savaient le valoriser, tes parents? D'ailleurs, les deux bossaient ensemble. Ouais. Ils savaient le valoriser? Genre à table, tu les entendais dire putain, on a passé une belle semaine, regarde où on était il y a 3 mois, il y a 6 mois. Ouais, ils savaient dire c'est bien, on a pris des nouveaux marchés, il y a un client qu'on servait pas. Ils savaient dire ça, ouais, bien sûr. Et là, je vais te demander de parler à ton nom. Oublie la palourde et oublie même le business familial. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a plu dans ça? Moi, à la base, quand j'étais gosse, je mettais mes mains partout. Je bidouillais les ordinateurs. Okay. J'étais un petit geek, on va dire. Et à la base, je voulais être informaticien. Et en fait, j'étais pas du tout scolaire, tout ça. Et la suite des choses a fait que j'ai dit, bah tiens, je vais faire des études pour pouvoir travailler avec mes parents et peut-être reprendre l'entreprise. Et pourquoi l'entrepreneuriat? En fait, c'est un business qui est très vaste. Je pense que mon père m'a donné la vision de tout est possible. Tout est possible si on se donne les efforts. Et j'aurais très bien pu rester dans le schéma typique de monoproduit, comme beaucoup d'entreprises le sont aujourd'hui dans mon secteur. Et mon père a eu cette vision-là de dire bah, il faut s'ouvrir un petit peu. Et c'est pour ça que aujourd'hui, entrepreneur, pour moi, c'est une entreprise. Mon entreprise, pour moi, elle se dirige comme n'importe quelle autre entreprise. Ok. Et je suis allé capter ce qui se faisait ailleurs pour le ramener un petit peu chez moi dans des univers totalement différents. Donc il n'y a pas de case en gros? C'est Non. genre, tu as l'impression de trouver le seul job qui est une sorte de terrain de jeu dans lequel tu peux tout faire, ce sera embriqué sous le... Ouais, c'est... Ok, sous le nom entrepreneur. Et il y a une autre chose quand même, c'est que vos parents, tu l'as dit, et là peut-être parle au nom de ton frère et ta sœur, je sais pas, ils vous l'ont dit ou ils vous ont juste montré que c'était possible, l'entrepreneuriat et réussir? On n'en a jamais parlé de ça. Je pense que mon père, si je lui parle d'entrepreneuriat, tout ça, c'est même pas des mots qui lui parlent forcément. Il s'identifierait même pas? Non. Ok, donc c'est un commerçant, tu dirais? Nous, on se dit qu'on est paysan de la mer. Commerçant, paysan de la mer. Pourquoi pas entrepreneur? Mon père se définit pas comme ça, je pense. Et toi, tu te définis comme tel? Ouais. C'est quoi la diff? Selon toi, hein, avec l'analyse que tu pourrais avoir. Bah, entrepreneur, pour moi, c'est de construire quelque chose avec une équipe. Mon père, je le définis, si je devais le définir, ce serait plus solopreneur. Okay. C'est une manière différente de voir les choses sur certains points d'organisation. Mon père, c'est un peu du management à l'ancienne où c'est le chef d'entreprise qui va tirer tout le monde, mais ça a ses limites. Et moi, je le vois plus comme une manière de construire quelque chose avec des gens dans l'entreprise. Donc collectif, impact, se rendre utile. Mm-hmm. Ok, maintenant tu as parlé du fait qu'il embauchait des gens. Tu peux m'expliquer, toi, quand tu rejoins la boîte, t'as 18 ans? C'est là où tu rejoins officiellement? Oui, c'est ça, on peut dire ça. Combien de personnes à ce moment-là? On était, il me semble, 6. Vous faites combien de CA? Je crois 4 millions. 12 ans plus tard, 13 ans plus tard? 10 ans, ouais, 10-12 ans plus tard. Aujourd'hui, hein, je veux dire. Aujourd'hui, ouais.
Vous êtes combien? Vous faites combien? Là, on est un peu plus de 50 personnes à l'année. Et cette année, je vais aller frôler les 30 millions. Est-ce que tu es content? Ouais, très content. Est-ce que tu peux me faire... Est-ce qu'il y a eu un overnight success? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment où on a eu une croissance et pof, c'est passé un... Bien sûr. On a investi dans un nouvel outil, dans un bâtiment. Nos bâtiments étaient vétustes, on pouvait pas se développer. Et moi, quand j'ai commencé à voyager pour aller voir des clients ou des fournisseurs, je me suis aperçu de ce qui se faisait ailleurs. Et j'ai pris une énorme claque. Quand je suis allé à l'étranger, en Espagne ou en Italie, j'ai vu des entreprises qui étaient hyper bien organisées, rangées, propres. J'ai aussi fait, pendant mes études, j'ai fait des stages où j'ai vu ce qui se faisait ailleurs. Et j'ai pris une grosse claque, parce qu'en restant en Bretagne, à Carnac, si on reste là, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le monde. Et là, j'ai fait, OK, il y a des mecs qui ont réussi à faire ça dans notre business. OK, bah, là, je dis, bah, je suis trop chaud, j'ai envie de faire la même chose. C'est quoi le ça? Quand tu dis ça, c'est bah, moi, pour résumer, on a travaillé dans un atelier qui était à 200% de ses capacités, avec du vent, pas de système informatique, pas structuré, donc tout le monde qui fait là, tout. c'est vraiment avoir quelque chose qui est en 2025, quoi. Ouais. Ok. Et c'est vraiment de passer. J'ai même pas les mots pour décrire ça. Moi, je pense que c'est instinctif chez moi. J'ai toujours eu la vision de ce que je voulais par palier, et c'est d'imbriquer les choses en place pour y arriver. Donc, quand tu me dis le ça, bah, c'est de voir une belle entreprise, tout simplement pour résumer, où le patron il a le temps de te parler. Le patron, quand tu vas le voir, il a le temps de te recevoir dans un beau bureau et de te parler. Le manque de temps, juste comprendre, c'est des process qui étaient à la mano, artisanaux. Pas et de toi, process. Il n'y avait pas même de pas de process. process. Il n'y avait rien, Ok. Donc, zéro process. il y a un côté se professionnaliser dans tout ça. Bien sûr. Ok. Moi, j'ai une anecdote entre les différentes machines. Les gars, à l'époque, ils dévissaient à chaque fois les tuyaux pour les changer de machine. J'ai vu ça, j'ai dit, mais non. Et puis le soir, à la sortie d'école, j'allais avec mon scout acheter des tuyaux PVC. Je les ramenais et je faisais les circuits d'eau le soir après l'école pour automatiser les trucs. Ok. J'ai souvenir de tous ces trucs-là. En fait, tu bricoles au lieu de... Et là, il y a un moment, si je comprends bien, tu as revu presque les fondations. Mhm. Ok, on va revenir à ce moment, hein, qui est drôle parce qu'il parle de l'étranger. Et là, je me souviens que tu as quand même passé du temps à l'étranger. Ouais. Mais tu l'as passé parce qu'il y a peut-être eu une limite. Tu peux me parler de ça? En fait, c'est peut-être les débuts où tu as commencé à bosser avec ton père et qui a déclenché en fait toute la suite, non? Bien sûr. Ouais. J'ai à la sortie de mes études, mon bac pro, j'ai pas fait de grandes études. À la sortie de mon bac pro, je suis parti je suis parti avec un billet aller sans retour au Chili, où j'ai bossé dans une usine de produits de la mer Pourquoi? pour apprendre à parler espagnol. Parce que C'était dans mon juste- business, Ok. c'était l'objectif, c'est d'apprendre à parler espagnol. Ok. Et je suis parti là-bas, j'avais un job. Donc le job, c'était chez un client qui a une usine en Espagne, en Angleterre et au Chili. Bah, je trouvais ça plus sympa d'aller au Chili pour découvrir un nouveau pays. Et à l'époque, je savais même pas où était le Chili sur la carte. J'ai pris l'avion, je parlais pas un mot d'espagnol, je savais pas compter jusqu'à 10 en espagnol. Donc, grosse expérience perso et pro. Et les deux, une expérience de dingue là-dessus. Et je suis arrivé dans une usine, une vraie usine, où il y a 500 personnes à travailler, 24/24, 7 sur 7. Ok. Et je suis arrivé tout en bas de l'échelle, à travailler à la chaîne avec les filles. Et sans le vouloir, progressivement, j'ai monté les échelons. Et j'ai fini chef de toute l'équipe de nuit. Et en fait, je m'en suis même pas forcément rendu compte. Mais je captais les trucs naturellement de comment ça devait se gérer au quotidien. Donc les boss, ils m'ont dit, Gaël, il y a la saison de nuit qui arrive. T'es chaud d'être chef de l'équipe de nuit en binôme avec lui? Je dis bah ouais, trop bien. Et j'ai pris énorme expérience. Et quand je suis rentré en France, à un moment j'en ai eu marre là-bas. Quand je suis rentré en France, j'ai dit bon allez, là je vais envoyer avec les parents. Est-ce que tu dirais que tu as dû te construire avant de pouvoir reconstruire la boîte? Les deux. Ou même te découvrir? Ouais, les deux. C'est lié, ouais. Tu m'as juste pas répondu à ça, je t'embête, mais je pense que ça répond aussi à ça. Pourquoi t'es parti à la base? Pourquoi t'as voulu partir à l'étranger pour apprendre une nouvelle langue? C'était dans quel cadre? L'espagnol, très important dans mon business. Ok. Et partir, c'était le moment. Moi, j'étais un petit merdeux quand j'étais gosse. J'étais pas quelqu'un de...
J'étais pas stable. J'étais pas posé comme je peux l'être aujourd'hui. J'étais quelqu'un d'assez agité. Ok. Et ce voyage-là, je pense qu'il m'a fait beaucoup de bien. C'est quoi, plus avoir de repères, Ouais. apprendre à mieux gérer tes émotions peut-être Quand tu te retrouves tout seul à l'autre bout du monde, là tu te dis ok, il faut pas que je fasse de conneries parce que là je suis tout seul. Juste avant ça, tu bossais déjà avec ton père. Ouais. Et comment ça se passait? C'était compliqué avec les équipes actuelles, enfin d'il y a 10 ans du coup. C'était compliqué. Avec mon père, c'était compliqué. Je mettais des choses en place, il comprenait pas. Ok. C'était quoi ton objectif, toi, à ce moment-là? J'imagine que tu voulais un peu tout rechallenger, surtout de tout ce que tu me racontes sur Ouais. les usines, les process, Bah, etc. j'avais pas encore cette vision-là en fait. La vision, elle s'est faite au fur et à mesure. Ok. J'avais pas encore cette vision. Ouais, j'avais pas cette vision de où je pouvais amener l'entreprise. J'avais pas encore assez d'expérience là-dessus. Donc, meilleure expérience, le Chili, si je Ouais. comprends bien. Mm. Est-ce que tu t'es senti légitime après le Chili pour faire tout ce que tu avais peut-être en tête pour l'entreprise versus avant, ou pas forcément, ça n'a pas joué là-dessus? Pas forcément, non. Ok. J'ai ressenti pas mal d'attentes de la part de mes parents et de mes parents quand je suis rentré, parce que je sentais qu'ils avaient galéré pendant que j'étais pas là. Ok. Donc j'ai senti pas mal d'attentes de leur part. Mais moi, je me suis senti légitime, pas plus que ça. Pas plus que ça, non. Ah, raconte-moi, du coup, on reboucle, hein. C'est quoi les actions que tu prends vis-à-vis de l'entreprise à ton retour du Chili? Où tu me disais que c'est un petit peu le avant-après, quoi. Ouais. Eh bien, automatiser les process. Ok. Ça Dans- coûte combien tout ça? Bah, à l'époque, pas grand-chose. Ok. Comme tu disais tout à l'heure, je bricolais à l'époque. Je faisais tout moi-même. Améliorer les machines, les lignes de conditionnement, la réception de produits. Mais je bossais comme un fou, hein. J'allais chercher les produits. Je me suis fait connaître j'ai tout fait dans l'entreprise. Aller acheter la matière première avec les pêcheurs en bateau, en camion, le matin, le soir, le week-end. Faire le conditionnement. C'est quoi les zones d'amélioration que tu as vues? Ou en tout cas les trucs où tu t'es dit waouh, c'est ça là qu'il faut qu'on améliore pour être serein sur la suite? Bah, je vais te prendre juste un exemple, c'est d'avoir des personnes qui sont attitrées dans l'entreprise à faire une tâche. Et pas forcément... la polyvalence, c'est très bien, et il en faut dans notre métier. Mais pas que ce soit au commercial, une fois qu'elle a pris la commande, de venir emballer les produits. Et ça, c'était une mauvaise répartition des tâches ou juste... Ouais. Ah ouais, ok, t'avais la main d'œuvre, mais c'est juste que tout le monde essaie de toucher à tout et du coup tout le monde s'y perdait peut-être. Faut partir du principe qu'il y avait... Tout était à l'arrache, il n'y avait rien. Tout était à l'arrache, il n'y avait rien. Et ça, peu de personnes peuvent l'imaginer. Les gens imaginent parfois que je suis arrivé avec le tapis rouge qui s'est déroulé parce que mon père est quelqu'un de connu et de respecté dans le milieu. Donc les gens, il y en a beaucoup du milieu dans lequel on est, qui pensent que je suis arrivé avec un tapis rouge en mode ouais, c'est le fils cousin, il a rien fait, il est arrivé là. Mais la réalité, elle est pas du tout comme ça. Elle est comment la réalité du coup? C'est que c'est moi qui ai pris les choses en main. Mais il y pour avait tout un truc de structurer. base. Il y avait un truc, mais c'était tout en bordel. Ok, donc chose très positive à adresser à toutes les personnes qui nous regardent. Tu peux faire tout de manière chaotique et dans le bordel et réussir quand même pendant un laps de temps, disons. Bien sûr. Pour moi c'est possible, mais ça ne crée pas de valeur, ça ne construit rien sur le long terme et tout dépend de toi. Et tout dépend de toi. Donc le jour où tu vas pas bien, bah, il n'y a plus rien qui suit derrière parce que tout dépend d'une personne. Revenons à une personne, on va parler de ton papa d'un point de vue management. Comment tu as fait le jour où tu es rentré du Chili pour conjuguer le fait que, si je comprends bien, vous vous entendiez pas trop d'un point de vue professionnel et en même temps, tu as toutes ces aspirations à vouloir un peu toucher à tout améliorer, rechallenger. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que c'est chaud. Le dernier cousin de la fratrie qui a 19 piges ou 20 piges, est-ce qu'il arrive à convaincre son père? Qu'est-ce qu'il lui dit, quoi? Ouais, bah en fait, il y a aussi maman là-dedans qui a beaucoup joué. Ma mère, c'est quelqu'un de l'ombre qui a énormément travaillé aussi. Et mon père, c'est quelqu'un qui m'écoute. Il m'a toujours écouté, il m'a toujours fait confiance. Et je crois qu'il m'a toujours écouté que moi et me faire confiance qu'à moi. Les autres, il ne les a pas forcément écoutés. Okay. Donc, en fait, à chaque fois que je disais quelque chose, il m'écoutait et il me laissait faire. Mais son nature revenait souvent au galop et en fait, sans s'en rendre compte, il venait, sans s'en rendre compte dans son inconscient, dans ce qu'il pouvait faire au quotidien,
Il venait casser ce que j'étais en train de construire, mais il s'en rendait pas compte. En le challengeant ou carrément en repassant derrière toi et en modifiant les actions Voilà, Ah, il parlait à l'équipe, il était... bien sûr. Et encore Ok. aujourd'hui, ça peut arriver. Comment vous avez... Putain, c'est... Waouh, comment tu gères déjà, je sais pas comment on gère les conflits, même hors pro avec son papa ou sa maman. Comment tu gères ça à ce moment-là en te disant, si je comprends bien, j'ai la solution, je la vois dans ma tête. Ouais. Bah, c'est simple, dans une entreprise, pour moi, il n'y a qu'un patron. Comme dans un bateau, il n'y a qu'un capitaine. Et très, très rapidement, je lui ai dit, écoute papa, c'est simple, moi je suis jeune. Si tu me fais pas confiance, tu me dis, je prends la porte et je vais faire ma vie ailleurs. Ou alors tu me fais confiance et tu me laisses la main à 100% et t'interviens plus. T'as mis un coup de pression à ton daron. Bah, un coup de pression, ouais, je lui ai dit les choses. Très bizarre comme question. Selon lui, selon toi, mais dans sa tête, pourquoi il a accepté? Parce qu'il savait. Il savait qu'il arrivait pas, il avait pas les clés pour structurer l'entreprise, la faire grandir. Et ça s'est fait naturellement ou ça se fait quand même un Ouais. peu dans la douleur Dans la douleur, bien sûr. Ok, c'est dur pour lui de lâcher son bébé. Et je parle pas de toi. Hein, je parle de la boîte. Ouais. Mais il est toujours dedans, mais on s'est bien réparti les tâches aujourd'hui. Bon, ça c'était à 10 piges. Ouais. Bon, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Tu l'as dit de Hérodi depuis tout à l'heure. Tu as changé la strate de monoproduit. Ouais. Vous allez sur d'autres produits. Bien sûr. Tu l'as dit, mais vous étiez déjà à l'étranger aussi. Mm. Vous êtes 50 aujourd'hui, c'est ça? Ouais, même un petit peu plus. Ok, donc de 6 à 50. Raconte. Comment... Beaucoup de choses à raconter, mais ouais, c'est quoi les grandes guidelines, les grands événements en 10 ans quoi? En fait, il y a personne qui m'a dit comment il fallait faire, donc j'ai tout essayé. Moi, je me suis rétamé plein de fois. T'as chié des trucs, t'as perdu de l'argent. Bien sûr. Ok. Alors, j'ai perdu de l'argent, pas forcément sur des bilans comptables, mais j'ai perdu de l'argent dans mon quotidien. Mais énorme. Ok, quand tu dis de l'argent, c'est du temps avec des prestats, du temps sur des projets qui ne vont pas aboutir, etc. Moi, la plus grosse perte dans mon activité, c'est la perte de la matière première, parce qu'on travaille des produits vivants. Donc, si Ok. on gère mal la matière première, eh bien, on a de la perte sèche tout de suite. C'est pas des boîtes de conserve, c'est des produits qui vivent. Ça, tu savais, tu étais un expert de ce produit pour savoir et anticiper. Là, j'essaie de voir ton daron qui Ouais. peut peut-être être en mode Gaël, tu dois apprendre, mais tu le savais déjà ça? Ouais, bah, je suis né là-dedans. Et pour autant, il y a les aléas qui font que tu perds. Bien sûr. Ok, Et encore aujourd'hui, mais j'ai des process en place aujourd'hui qui permettent de limiter. Mais on reste dans un business avec des choses qu'on malheureusement on ne contrôle pas. Ok. C'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer un camion, par exemple à l'étranger, en Espagne ou en Italie. Et en fait, les produits sont très bien là, au départ. Et en fait, au milieu du trajet, il va y avoir un orage quelque part. Ça va faire diminuer la pression atmosphérique. Tout ça, ça joue sur la matière vivante. Et je peux avoir de la problème de mortalité au bout, arrivé chez le client, alors que moi, j'ai bien fait mon boulot. C'est quoi le pourcentage, tu dirais, de défauts sur lequel tu peux rien faire, mais c'est les aléas, ça arrive dans ton business? Ça peut être de 0 comme 100%. Non, mais par année, si tu le lis en 10 ans. C'est quelque chose qui est très difficilement chiffrable. Mais ça peut être... ça va vite dans mon métier. Ça va vite, ça peut être 100, 200, 300, 400 000 euros. Ah ouais, putain, ok. Mm. Bon, heureusement que tu nous as dit bientôt 30 millions. Ouais. Ça reste à la marge. Ouais, je voulais avancer un petit peu sur l'idée que tu reprends la boîte. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place? Tu me parlais de process. Par exemple, je reprends ce que tu as dit, tu as arrêté le B2C. Ouais. C'est quoi la strat là-dessus? Sachant que je reprends aussi, toi, à titre perso, tu kiffais vendre. Ouais, je l'ai fait. J'ai même la vente, ce que j'appelle la vente au détail. On avait même créé une dégustation. Une dégustation, c'est comme un restaurant où on servait tous les produits qu'on travaillait. Okay. Et je l'ai fermé il y a seulement 2 ans. J'ai tout arrêté il y a 2 ans. Et comment on ferme une activité dans l'entreprise? Parce qu'il y a Ouais. plusieurs activités. Bah, c'était une activité saisonnière qui marchait seulement fort 3 à 4 mois dans l'année. C'était des locaux qui étaient utilisés seulement 3-4 mois dans l'année. Dans l'entreprise, j'avais pas de local commercial dans la ville. Donc ça a été très simple de réagencer ça rapidement. Et pourquoi tu l'as fermé dans ce cas-là? Tu voyais pas le retour sur investissement? Non, même pas ça. C'est juste que pour moi, c'était de l'énergie déployée un petit peu pour rien. Ok. À un moment, je me suis aperçu que dans l'entreprise, on faisait 5 métiers différents. Ok. 5 métiers différents, et je dis, ouais, c'est Pour le beaucoup. même client? Non, dans l'entreprise, on fait 5 métiers différents. Donc, c'est-à-dire que à un moment, il faut se concentrer, sinon on part dans tous les sens et on met pas notre énergie au bon endroit.
Alors que c'était des activités qui fonctionnaient très bien. Mais j'ai préféré me focus. Donc, c'est un rapport de l'investissement versus le retour que tu vas avoir sur cette activité saisonnière. Et en fait, tu dis pas que tu la fermes pour couper les coûts, mais tu réalloues tous les coûts et toute l'énergie à quelque chose qui marche déjà chez vous. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Pour continuer de structurer et puis moi aussi en tant que dirigeant, avoir plus de temps pour moi, avoir une entreprise qui tourne 24/24, 7 sur 7, ça demande beaucoup d'énergie. Je peux faire des deals où je vais vendre 20 tonnes de produits en un coup de téléphone qui va représenter peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et à côté de ça, je vais avoir des clients qui vont venir pour acheter une assiette de 30 euros de homard avec les emmerdes qui vont avec. Oui, bien sûr. Okay. Donc, à un moment, il faut savoir mettre son focus là où il faut. Donc, tu es sur le volume, toujours très qualitatif, si j'ai bien compris. D'ailleurs, juste parlons 30 secondes de la qualité. Et j'avais pas forcément compris que tu me disais, j'imagine le monde est petit en Bretagne et qu'en plus de ça, ceux qui ont des entreprises qui sont là sur des décennies, il n'y en a pas tant. Comment c'est de perpétuer l'héritage de ton père, mais auprès de l'industrie? Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de reconnu, de respecté, même s'il faisait les choses en galère ou à la mano. Ouais, comment tu le vis à ce moment-là, toi, d'assumer cette réputation? Moi, je me suis jamais mis la pression là-dessus parce que je voyais que la base était bonne et que ça pouvait pas se perdre par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je le connaissais déjà tout ça. C'est-à-dire qu'au bruit ou à la couleur, je sais reconnaître si une palourde est bonne ou pas. Okay. Parce que je suis né là-dedans. Au bruit, je sais s'il y a un truc qui va bien ou pas dans l'atelier. Après, vis-à-vis des clients, ce qui est le plus important, c'est de maintenir une régularité et une qualité tout au long de l'année. Ce que mon père avait du mal à faire à l'époque. Parce que être tout le temps à droite, à gauche, sans structuration, c'est compliqué. En fait, ton père, il avait déjà une certaine légitimité et reconnaissance. Ouais. Mais toi, tu étais convaincu que tu pouvais faire mieux, en fait. Donc, tu te disais, il n'y a rien à perdre qu'à y gagner. En fait, je prenais les retours des clients ou fournisseurs ou autres. Je prenais les retours et en fait, j'entendais pourquoi on avait arrêté avec un tel client. Et puis, je dis, OK, le message, il est intéressant. On l'a perdu. On a perdu, par exemple, ce client-là à cause de ça. Manque de qualité. Il faut se remettre en question. Pourquoi il y a eu un manque de qualité? Et moi, je remontais en avant. Je dis, OK, je sais pourquoi. Donc, il faut mettre des process en place pour maintenir la qualité. C'est processer, tout simplement. Processer, qualité, client, égale pérennité. Allez, on va aller très, très loin. Parce que, en fait, je pense qu'il y a ça depuis tout à l'heure que les gens n'ont pas. C'est en fait la perspective que tu as de capter la valeur de tout ce travail. Ouais. Comment tu fais ça? Et je pense que c'est ce qu'il y a dans ta tête comme objectif. C'est-à-dire que dès le départ, quand tu te dis « je vais tout réaméliorer », c'est parce que tu as une vision très long terme. Ouais. Vas-y, parle-moi de ça. Quand j'étais gosse et qu'on galérait à bosser comme des fous, je me disais, putain, il faudrait mettre un coup de bulldozer et faire une énorme usine et faire comme ça en ligne et tout. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Indirectement, la suite des choses logiques, c'est que je suis en train de fabriquer ça. C'est pour te verser un plus gros salaire, c'est pour revendre la boîte. Pourquoi tu cherches à faire plus de volume? Pour améliorer le plaisir de faire ce travail. Comment dire? Pour enlever tous les irritants du quotidien. Bien sûr, l'argent, aujourd'hui, moi, l'argent, c'est un outil qui permet de se développer, de vivre, c'est hyper important, bien sûr. Payer les fournisseurs, le personnel, bien sûr, sans argent, ça tourne pas. Mais je me suis jamais dit, je vais faire ça pour gagner plus. J'ai jamais pensé comme ça. Pendant des années, j'ai travaillé sans quasiment me verser de salaire. J'ai toujours tout investi et même le peu que je gagnais, je l'ai réinvesti dans la boîte tout le temps. À quel moment tu penses à toi, du coup? Là, je commence. Ok. Là, je commence à un petit peu plus penser à moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu penses à toi? J'ai passé le cap des 30 ans. J'ai réfléchi à pas mal de choses et j'ai dit, bon, c'est bien l'entreprise, mais il faut aussi que je pense à moi. Okay. Et il faut que je commence à capitaliser pour moi aussi. Et capitaliser, mot anodin, je ne crois pas. Comment on capte la valeur? Aujourd'hui, dans ta tête, comment tu vas capter la valeur de tes 10, mais en réalité de toute ta vie, si tu as commencé à 5 ans à apporter de la valeur à l'entreprise, quel moment tu la captes? Moi, l'objectif, c'est de construire vraiment un actif qui tourne pour moi. Ça, c'est mon objectif.
En France, pour moi, on peut pas, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent tant qu'on est dans l'opérationnel. On peut gagner beaucoup d'argent quand on vend une entreprise, mais pas dans le quotidien. Dans le quotidien, on se rémunère suffisamment pour bien vivre, forcément. Tu ne te verses pas forcément des dividendes? Tu Non. me parles d'un salaire? Ok, cet Ouais. argent-là est réalloué à l'entreprise. Ouais, mon salaire, en fait, aujourd'hui, je suis gérant non salarié. Donc, en fait, mon salaire, j'ai pas de fiche de paye. Je me détermine une rémunération par mois, mais c'est quelque chose qui peut, Mais tu ne d'un mois à contribues l'autre. pas à la retraite, là, du coup? Non, je contribue pas à la C'est quoi retraite. ton avis sur la retraite? J'y pense pas. Pourquoi? Alors, j'y pense pas parce que on n'a pas parlé de ça, mais à côté, je fais un petit peu d'immobilier. Non, mais on va parler de... Je Là, fais- là, on rentre sur la vision un peu de ta vie, mais vas-y, Ouais, raconte, ouais. ouais. Tu Je fais de fais- l'IMO à côté, tu prépares la suite, quoi. Je fais un petit peu d'immobilier. J'ai commencé très jeune l'immobilier aussi, par des petits appartements, tout ça. Comment je vois la retraite? Bah, moi, me construire un actif, tout ça. Je suis encore jeune, je sens que j'ai encore plein de choses à faire. Mais tu comptes aucunement sur... En fait, allez, je vais Mhm. rephrase. Tu cherches pas de sécurité. Et quand je parle de la retraite, moi, c'est pas l'âge ou quoi. C'est juste de te dire que tu vas avoir une rente au moment où, en théorie, auprès de la société, tu peux ne plus être actif professionnellement. Non, j'y compte pas du tout là-dessus. Je compte sur ce que je suis en train de créer moi pour ça. Ok. Est-ce que Ouais. tu conçois que c'est quand même... ça détonne? Enfin, tu vois, je sais pas ce que tu en penses. Je sais que Est-ce que tu conçois que ta réalité et la famille dans laquelle tu as grandi et le fait que tu aies été baigné dans l'entrepreneuriat, Mhm. quelque chose d'accessible pour toi, n'est clairement pas la norme en France? Ouais, je peux l'entendre. Je le comprends, bien sûr. Ok. Je comprends que les gens n'ont pas grandi dans le même milieu. Ok. Ça- ouais, bien sûr. On va faire un tour à la fin pour qu'on voit un petit peu ce qui reste de tout cet apprentissage. Je reviens sur une chose, l'argent. Je vais en parler 30 Ouais. secondes. Allez, tu peux même nous parler d'une chose. Tu as quand même organisé un festival dans ton jardin Ouais. qui a perduré. Je ne sais pas combien d'éditions, tu vas m'en parler. Mhm. Dans tout ça, et l'IMO assez jeune, c'est quoi la place de l'argent dans ta vie? Moi, c'est pour pouvoir faire des choses qui me font kiffer. Ok. En fait, l'argent, c'est un outil pour pouvoir créer de la valeur et me faire kiffer moi et faire kiffer les gens en même temps. T'en as pas manqué quand tu étais plus jeune? Mais manquer, non, j'ai jamais manqué de rien. Aucune frustration? Ok. Mais l'argent, c'est ce qui fait tourner une entreprise. Sans argent, on peut pas payer de fournisseurs, on peut pas payer les salariés. Oublions l'entreprise, même pour toi. Mais pour moi, Est-ce que ton rapport, est-ce qu'il y a un moment, tu as été, je sais pas, est-ce que tu as eu beaucoup d'argent et tu as voulu dépenser? Est-ce que tu es Ouais. dépensier même? j'ai eu une période un peu matérialiste où la belle bagnole. Et ce Tu l'as qui eu? va avec. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ouais. Là, j'ai pas mal changé d'opinion et de vision là-dessus. Ça m'intéresse plus trop tout ça. Je Ok. préfère passer des moments vraiment humains de qualité plutôt que de passer des moments à travers le matériel. Je crois qu'il y a 6 millions que vous avez investi dans une usine. Ouais, même plus. Et total des investissements, ouais, c'est même plus que ça. Ouais. Ok, c'est quoi l'objectif avec ça? Bah, c'est d'avoir un outil qui fonctionne. Mais il fonctionne déjà là. Bien sûr. Ah non, là, tu parles du La boîte, elle fonctionne. La boîte, elle fait Ouais. du chiffre et la boîte, elle est rentable. On Ok. est d'accord? Ouais. Pourquoi tu continues de réinjecter, et je vais te Mhm. titiller, alors que tu n'es même pas fan de palourde? Je sens que c'est encore. J'ai envie de plus que ça. Ça ne me stimule plus aujourd'hui ce que j'ai. C'est-à-dire que je sens que je veux plus de challenge. Je veux vraiment construire un bel outil. Je pourrais très bien. C'est un petit peu les questionnements que j'ai en ce moment. Je pourrais très bien rester avec ce que j'ai et faire avec ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère investir, construire un bel outil, continuer de construire des belles choses avec mes équipes, avec les clients, les fournisseurs, toute cette toile-là. Le plus, tu le mesures comment dans ce cas-là? Tu dis je cherche plus, hein, mais comment tu le mesures? D'aller exploiter 100% le maximum des produits que je travaille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des produits que je travaille, on va dire que je les exploite que à 30 ou 40% parce que je pourrais les cuire, parce que je pourrais les conditionner de telle manière, parce que je pourrais les distribuer là-bas, mais là-bas, ils demandent des normes IFS. Mon bâtiment n'est pas agréé IFS, c'est des normes alimentaires. Ok. Donc j'ai envie d'exploiter tout ça. Aujourd'hui, je suis obligé d'envoyer des produits à l'étranger pour qu'ils reviennent en France. Pour contrer ces normes, tu veux dire? Oui, parce qu'en France, on n'a pas d'outils capables de travailler, de travailler avec ces normes-là. Moi, j'ai envie de construire l'outil pour ça.
Tu seras fier de tous ces invests. Mm. Il y a un montant. En fait, j'essaie de comprendre comment Ouais. tu mesures ça. À quel moment tu seras fier et heureux de tous ces challenges que tu as relevés et que tu te diras, maintenant j'ai envie d'aller voir autre chose. Il y a une date de fin? Moi, je pense que c'est un peu sans fin, parce que dans mon business, c'est un peu illimité. Le champ des possibles est très vaste. Ouais, Ton intérêt, il n'est pas J'ai- illimité. j'ai l'impression que voilà, aujourd'hui, la vision que j'avais il y a 10 ans, là, j'ai l'impression de l'avoir atteinte. Et là, j'ai une nouvelle vision qui vient d'arriver. Et pour moi, le business physique fonctionne comme ça, en fait, c'est sans fin. Il y a le monde bouge, on est en 2025, le monde n'est pas du tout le même qu'il y a 10 ans. Ok. Dans mon métier, on n'a pas du tout la même approche métier aujourd'hui que celle d'il y a 10 ans. Donc, Et ça il y a- t'excite autant celle des 10 prochaines années que celle des 10 dernières. Ouais. Pourtant, si je te parle dans 10 ans, est-ce que tu es encore à la tête de la boîte? Dans 10 ans? Ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas encore. Et si tu ne l'es pas, c'est que tu as revendu ou pas forcément? Pas forcément. Ok. Pas forcément. C'est juste mettre quelqu'un d'opérationnel à ta place Ouais. et d'aller voir autre chose. C'est quoi, c'est autre chose? Parlons du Ouais. autre chose. Aujourd'hui, je me sens attiré par autre chose. J'ai mis toute mon énergie et toute ma vie dans ce business, dans cette entreprise. J'ai envie de j'aspire pour moi un petit peu à autre chose. Mais parallèlement, en fait, j'ai pas envie de quitter ça. L'immobilier, j'en ai parlé, je continuerai toujours d'en faire, mais pour moi, ça, c'est quelque chose de C'est passif. même pas challengeant. Oui, tu le C'est fais quelque chose, déjà. Ok. sur le côté. Et je me vois bien accompagner et accompagner des dirigeants, accompagner des chefs d'entreprise. Par rapport à toute l'expertise que j'ai, je pense que j'ai quelque chose à apporter à des gens. Tu t'es fait accompagner, toi, ou pas? Ouais, bien sûr. En perso ou en entreprise? Ou les deux? Bah, pour moi, les deux sont liés. Les deux sont liés. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ce challenge d'aller accompagner d'autres entrepreneurs? Aider les gens. Aider les gens. Aujourd'hui, en tant que dirigeant, on se sent souvent seul. Donc, avoir une personne sur qui on peut compter pour affronter les moments durs. Avoir quelqu'un qui arrive avec une vision extérieure. Quand on est seul dans notre business, on a tendance à noircir les dossiers. Ça t'a manqué, ça, toi, dans ton quotidien sur les 12 dernières années? Ouais, au début, ouais. Et après, j'ai commencé à me faire accompagner et ça m'a apporté beaucoup de bien. C'est quoi et peut-être on tourne en rond dessus, mais il y a un truc ou pas que ces personnes qui t'ont accompagné est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est de dédramatiser des choses? Est-ce que c'est à l'inverse, juste de pas te sentir seul et d'avoir quelqu'un qui a un intérêt aussi pour ton bien-être dans tout ça? Il a été où ce sorte de déclic? Ou est-ce que je me mets le doigt dans l'œil et il n'y a aucun déclic et c'est un long fleuve? Ouais. Quand à la suite de mes études, quand je suis rentré du Chili, j'ai été, je voulais développer l'entreprise. Et je me suis toujours capté de ce qui se faisait ailleurs. J'ai commencé à faire des séminaires business à Paris. Ok. J'avais jamais lu de livre à l'école. J'ai acheté un paquet de livres. J'ai lu comme un fou. J'ai pris plein de bonnes idées dans les livres. Et en fait, je suis rentré un petit peu dans ce monde qu'on va dire, du développement personnel. Et j'ai découvert plein de choses. Et c'est là que je me suis créé un nouveau réseau que je connaissais pas. J'ai rencontré des nouvelles personnes. Et la suite des choses a fait que j'ai rencontré des gens avec qui ça a matché. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont accompagné pendant un certain temps. Après, je voyais que j'avais fait le bout du boulot avec eux. Et puis, la vie m'a présenté d'autres personnes. J'ai toujours été ouvert à ça. Il a changé ton entourage? Du coup, Non. Ouais, alors, les gens mon que tu entourage d'où j'ai grandi, non. J'ai toujours les mêmes potes d'enfance où on est très soudés. On est une bande de potes très, très soudés. Ça, je trouve ça exceptionnel. On est tous des personnes qui, on va dire, excellent un petit peu dans leur milieu et on se tire tous vers le haut là-dessus. Et j'ai rencontré des nouvelles personnes qui n'ont rien à voir avec mon univers, rien à voir avec où j'ai grandi et j'adore aussi. vous vous serez rencontrés sans je vais y arriver. Ces autres personnes dont tu parles sont des personnes que tu as rencontrées dans ton envie d'apprendre sur l'entrepreneuriat, de réussir. Ouais. Tu vois ou pas les différences peut-être avec tes potes d'enfance? J'essaie de voir à quel point ton cercle social a évolué, Ouais. mais juste en fonction de tes aspirations. D'ailleurs, parenthèse, t'aimais pas lire, t'étais un mauvais élève, Ouais, horrible. mais demain, l'objectif qui était d'apprendre sur le business était 10 fois plus important que juste lire. Ouais. Oui, donc c'est ça qui t'a permis de surpasser. Je veux revenir un petit peu là-dessus sur l'entourage. Ouais, les gens que tu t'entoures, à quel point c'est important d'avoir des gens qui te rejoignent,
là où avant tu te sentais seul sur peut-être ces thématiques business et d'ambition et de développement personnel? Ouais, moi, de fait d'avoir rencontré des nouvelles personnes, ça m'a débloqué plein de trucs. Tu peux nous en parler ou quoi? Bien sûr, ouais, bien sûr. Quand tu dis les trucs, je suis sûr et certain que c'est dans ta tête, hein, la plupart des choses, mais Ouais. tu peux nous donner des exemples concrets? C'est un sentiment de légitimité, c'est quoi? Les personnes avec qui j'ai grandi, moi, en Bretagne, à un moment, j'ai senti un petit décalage avec. Moi, j'ai commencé très tôt à travailler, à entreprendre. Et eux, pas forcément. On parle souvent, j'ai un petit peu schématisé, généralisé, mais à un moment, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de sortir, et je me focusais à fond. Et forcément, mon entourage avec qui j'ai grandi, je me suis pas déconnecté 100% avec eux, non. Mais il y avait un petit décalage il y a un petit décalage qui s'est créé, qui pour moi aujourd'hui, il n'y a plus de décalage. Et en fait, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, j'adorais parce qu'ils étaient un petit peu ils étaient même complètement dans le même état d'esprit que le mien, sur créer quelque chose, créer de la valeur, comment fonctionne le business, tout ça. Et est-ce que tu sais quoi en fait? Les entendre parler de leur business te rassure, ou c'est toi un cercle dans lequel tu peux parler du tien? Si je te pose la question, que tu comprennes, la solitude, ça veut tout et rien dire, je trouve. Ouais. Les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont très entourés physiquement et qui se sentent très seuls dans leur tête et dans leur cœur. Bien sûr. À quel moment il y a des choses où, sans t'en rendre compte, et je suis sûr que c'est sans t'en rendre compte, tu te réveilles pas un matin en te disant « Ah tiens, là j'ai plus envie ou je suis plus motivé ». Mais c'est quoi? C'est avoir des gens qui partagent les mêmes choses que toi, qui te permettent toi de t'exprimer ou juste d'écouter et de te sentir moins seul? Les deux, ouais. Qui partagent une vision en fait du tout est possible. Okay. D'une vision de on part de rien, on peut arriver là où on a envie d'être. C'est ça. Partir d'une vision de ok, je sais pas faire ça, mais si, en fait, on est capable de quasiment tout faire. Et en fait, se faire accompagner des personnes qui ont déjà les compétences là-dedans. Et de l'autre côté, c'est ce que tu as envie de faire avec d'autres gens. Ouais, là, exactement. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, je sais pas si. Il n'y a pas un truc par rapport à toi? Est-ce que tu es en train de dire que tu essayes de faire ce que toi, t'aurais aimé qu'on fasse avec toi plus jeune aussi, peut-être? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Mais sans l'avoir intellectualisé de ouf, c'est juste pas te encore, dire, ouais. Parler à Est-ce qu'il y a un côté aussi pour toi qui te permettrait d'avoir d'autres perspectives sur ton business, le fait de parler avec autant de personnes sur des business différents? Aussi, ouais. Ouais. Moi, je me suis énormément nourri des trucs qui n'ont rien à voir avec mon business. Ok. On peut parler de la personne qui nous a présenté, Aurélien, qui est grand pianiste et créateur de contenu. Vous parlez un peu de business ensemble? Ouais, bien sûr. Et c'est drôle, il m'a parlé aussi de développement personnel. Je vais aller un peu plus loin. Est-ce qu'avec ces gens, tu parles que de business, ou est-ce que vous parlez de blessures d'enfance, de traumas, de choses qui, en fait, vous poussent à prendre des risques là où la plupart des gens ne le font pas? Ouais, on parle de toutes ces choses-là, ouais. Et tu peux en parler ou pas? On peut parler on parle de choses qui nous sont tous arrivées quand on était gosses, et en fait, on se rend compte qu'on a tous des traumas d'enfance, plus ou moins importants. Et ça, rencontrer des personnes avec qui on peut échanger librement là-dessus, moi je trouve ça trop bien. Et ça crée des liens, et ça crée des discussions qui sont géniales là-dessus. C'est hyper enrichissant. Tu dirais que c'est un long chemin, ou t'es arrivé au bout du chemin pour gérer tes traumas? Ah non, pour moi c'est un chemin d'une vie, ça. C'est encore ok. Ouais. Si je reviens juste à l'accompagnement, est-ce que tu peux me faire un parallèle entre demain un nouveau métier de coach que tu as commencé ou pas d'ailleurs? Ouais, je suis en train de le commencer gentiment. Dès demain, quoi. Et ton métier actuel d'entrepreneur dans le maritime? Je gère mon business, donc c'est ce qui me maintient. Mon business principal, c'est ce qui me maintient, on va dire, discipliné, à être focus, garder le focus quotidien avec mon entreprise, et d'aller chercher quelque chose de nouveau. Moi, j'ai toujours été attiré et stimulé par du nouveau. Donc c'est aussi ce qui me donne l'envie d'aller chercher des choses nouvelles, tout simplement. Est-ce que tu dirais que depuis le Chili, il y a eu beaucoup de nouveautés, ou c'est vraiment le Chili qui a été la plus grosse claque, et depuis tu cherches peut-être un truc un peu plus fort? Ouais, le Chili, je pense que ça a été une belle claque, une belle expérience, et après c'est venu d'année en année. C'est venu par vague. En fait, dès que j'avais fini d'exploiter quelque chose, je sentais que j'avais besoin d'un nouveau challenge.
Comment tu cherches des challenges? Je serais assez curieux de comprendre. Est-ce que le challenge doit être lié au syndrome de l'imposteur? Est-ce que ça doit être difficile forcément? Ou est-ce que ça peut être juste plaisant? Ouais, je sais pas, mais toujours, j'ai toujours eu, je pense, beaucoup d'énergie pour aller faire des choses nouvelles. Mais t'es créatif, t'as plein d'idées tout le temps Ouais, et tu ouais. filtres? Ok. Ouais, parfois je filtre pas assez, parfois je vais passer trop vite à l'action avant d'y réfléchir. Ok. Mm. Euh, Ouais, c'est un peu ça, ouais, parfois. Je voulais juste, tu peux me raconter cette histoire de festival? Pareil, je te repose la Ouais. même question qu'avant. Qu'est-ce que tu es allé chercher dans l'orga d'un festival que tu pourrais retrouver dans le fait d'être coach ou le fait d'être entrepreneur? Le festival, moi, à la base, je l'ai créé. J'aime beaucoup la musique. J'adore ça, écouter de la bonne musique de qualité hyper fort. Et en fait, en Bretagne, à Carnac, il se passe pas grand-chose, ou il se passait pas grand-chose. Et j'étais en vacances aux Antilles. Je voyais de la musique sur la plage, tout ça. Je dis putain, mais c'est trop bien. Faudrait que je fasse ça à Carnac. Et en fait, j'ai démarré tout petit comme ça, un hiver. On buvait un chocolat chaud avec mes potes chez moi un hiver. Je me souviens très bien. Je dis les gars, j'ai envie d'organiser une soirée. J'appelais même pas ça festival, une soirée ou un après-midi. Avec des gens qu'on connaît. Quoi. Bah après, on est un petit milieu, donc forcément, on allait connaître beaucoup de monde les premières années. Et on a démarré comme ça. Enfin, on a démarré à organiser un festival avec mes potes. Comme je te disais, on est très soudés. On est une bande de potes très soudés. Et on a démarré comme ça. J'ai eu la vision du truc. Mes potes, ils me disent ouais, on va mettre une petite enceinte. Je dis non, on va pas mettre une petite enceinte. On va louer une vraie sono. On va louer une vraie sono. Et on le fait où? Dans mon jardin. Tout est logique à ce moment. Ouais, mais Tu l'aurais fait sans tes potes? Je pense pas, non. Tu serais devenu entrepreneur sans avoir repris la boîte de ton père? Sûrement. Ok. Ouais, ah oui, si le côté c'est possible, tu l'avais déjà. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ce truc-là, juste le premier festival, t'as quel âge? C'était il y a 8 ans, je devais avoir 22, 23. Ok, c'est quoi la suite du festival? Parce qu'il y a eu combien d'éditions? À quel moment vous avez fait payer les gens? Ouais. Là, c'était la 8e édition cet été. Au début, on a démarré entrée gratuite. Même j'y connaissais rien, donc j'ai appris sur le tas. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des espaces en ligne pour pouvoir vendre des places. Vous avez perdu de l'argent, du coup, les premières années? Non. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que le festival, je l'organise dans mon jardin, accolé à l'entreprise. Donc en fait, j'ai beaucoup de services qui coûtent entre guillemets rien. J'ai des palettes, j'ai de la manutention, j'ai des camions disponibles. Donc les premières années, on a fait avec les moyens du bord. D'accord. On n'a pas vu le truc grand tout de suite. Mais même la loc du matos, par exemple. La log des la enceintes. sono, ouais. Bah après, on avait un débit de boisson, on vendait de l'alcool sur place. Ah mais oui, je suis bête. En fait, tu le remboursais avec le bar. Je le remboursais avec le bar. À faire une billetterie. Okay. Au début, c'était gratuit. Les artistes pas rémunérés? Les premières années, pas rémunérés, non. Ou peut-être, moi non, tout était compris. En fait, ils venaient, tout était compris dans la journée. Est-ce qu'on peut dire que c'était fait à la mano, tout ça? Ouais. Enfin, ça a été fait. C'est processé aujourd'hui ou pas forcément? Aujourd'hui, c'est bien processé, ouais. Aujourd'hui, on a une association qui gère ça. Il y a un dossier comme ça à remplir pour avoir les autorisations. Il y a même un moment, on a la mairie où on n'a jamais vraiment su, la mairie où l'État voulait plus qu'on fasse le festival parce qu'on est dans une zone protégée, donc on le faisait en juillet, on a dû décaler le festival en août. Toujours dans on était en juillet, on a dû décaler le festival en août pour des histoires de réglementation de nature. Et du coup, 9e édition, et c'est toujours dans ton jardin? Ouais. Et 9e édition l'année prochaine? Normalement, ouais. Ok, et juste savoir, il y a des plus gros artistes qui viennent d'année en année? Bah maintenant, ouais, vu que le festival est bien structuré, en fait, c'est ça, les gens, ils comprenaient pas pourquoi on a commencé à faire payer les prix, les entrées. Bah, c'est pour amener plus de qualité, tout simplement, sur l'événement. Ouais, mais si t'habitues les gens à la gratuité, comme la santé en France, mais ça a mis des tensions déjà en interne dans ma bande de potes. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas. Et puis même des clients, en fait, ça parle. Ouais, maintenant c'est payant. Ouais, ils ont augmenté les prix. Mais c'est pas grave. Moi, mon événement, il est plein et je sais la qualité que je délivre. Pour moi, j'adore organiser ça et de voir les gens kiffer sur place. C'est un pur kiff, là. Ça n'a rien à voir avec la casquette entrepreneur dont on parle depuis tout à l'heure pour toi? Bah, pour que ça fonctionne bien, si, quand même. Les gens pensent que ça s'organise comme ça. En même temps, t'as vu comment t'en parles? T'es en mode, on a fait ci, ça. Tu vois, ça a l'air aussi d'être partir de juste d'un kiff. Ouais.
Mais je sais pas, moi j'ai grandi là-dedans, dans du business physique, donc organiser les choses pour une organisation, d'organiser les choses pour un festival, pour moi c'est instinctif, c'est hyper simple. Et j'ai capté que tu es quelqu'un d'ambitieux, que tu cherches du challenge. Mhm. Il te challenge encore, là, la 9e édition, sachant que, dis-moi si je me trompe, c'est 1500 personnes. Ouais, c'est ça. Et vous avez atteint le max il y a Ouais, quelques années. on veut pas dépasser la barrière. Ça représente quoi, ce festival, pour toi? C'est encore un challenge aujourd'hui? Ouais, il y a un petit peu d'adrénaline quand même, un petit peu d'adrénaline pour que tout se passe bien. Moi, le but c'est que tout se passe bien. Je veux pas d'emmerde là-dessus. Et si tu allais me poser la question si j'allais pouvoir le faire, s'ils allaient me laisser Il me semble le que vous droit faites de la le faire. 9e. Normalement, Là, oui. Enfin, normalement, on va déposer le dossier, on a rendez-vous. mais le début d'année. challenge, il est juste de faire un truc aussi bien, si ce n'est mieux que l'année dernière. Mais si je la fais à l'inverse, il n'y a aucun monde dans lequel tu clignes des yeux et tu te dis demain on est 100 000 personnes dans un autre lieu avec un festival incroyable. Ça, c'est pas une ambition que tu as. J'y ai pensé. Ok. Mais aujourd'hui, il faut rester un petit peu connecté à notre quotidien. Mon quotidien, moi, mon business principal, c'est les viviers de Saint-Colomban. C'est mon business physique. Je fais ça pour me marrer sur le côté avec mes potes. Et ça nous permet de nous retrouver avec mes potes, entre nous, pour organiser le festival. Le jour J, le lendemain, c'est un moment de convivialité entre nous. Et ok, j'ai bien compris. Donc, tu gagnes en fait dedans. Pas de l'argent, hein, mais tu gagnes Ouais. à faire ça. Et du coup, ça se répercute sur plein d'autres choses. Je veux juste comprendre une petite chose. Je veux parler de bonheur, de bien-être. Ouais. Et au moment où tu as été down et tu as vu à quel point tu ne peux pas aider ta boîte et les gens dans ta boîte si toi, tu ne t'aides pas toi-même Bien par sûr. moment. À toutes les personnes, tu vois, qui en plus par moment se disent je suis en train de créer quelque chose de beaucoup plus gros que moi pour des gens. C'est-à-dire que toi, en plus, ça vient de ta famille, mais il y a aussi c'est perpétué peut-être des traditions, etc. Comment on fait quand on se sent mal et qu'on se sent quand même responsable de devoir accomplir ça? Ouais, Bah ouais, des moments de down, j'en ai eu plein. Mais en fait, j'ai pas le droit d'être dans le down. J'ai trop d'enjeux. Ouais, mais donc, t'as pu extérioriser ça par moment. Ouais, sûrement. Bah, pour moi, c'est un énorme travail sur soi, en fait. Un jour, j'ai lu quelque chose qui disait il est plus important de travailler sur soi que dans son business. Quand je dis ça, il y a des gens à qui ça ne parle pas, il y a des gens à qui ça parle, et pour moi, ça prend tout son sens. Pour toi, un entrepreneur déconnecté de ses émotions, même pas, ça n'existe. Enfin, ça peut. En tout cas, c'est pas ta conception de l'entrepreneuriat. Il y en a. C'est des choses que je suis en train enfin, pour moi, c'est des choses dont j'avais pas conscience il y a quelques années. Les émotions, moi, je savais pas lire mes émotions il y a quelques années. J'ai travaillé là-dessus. T'étais mauvais à l'école. Très mauvais. Est-ce que y a d'autres personnes qui sont très mauvaises à l'école en France? Clairement, il y en a plein chaque année, mais et pour qui l'entrepreneuriat serait une super solution? Ouais, je pense. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'entendre, de comprendre? Sachant que, soyons cash, hein, quand tu es mauvais jeune, c'est l'éducation nationale, la société au global qui te dit « Ok, on va te mettre de côté, tu pars déjà avec des points en moins. » Ah bah moi, c'est clairement ce que certains m'ont dit. Ouais. Il y aurait un truc, je sais pas si c'est un conseil, tu vois. Évidemment, on a parlé de psy, on n'en a pas parlé, mais je crois que sport aussi un petit peu. Sport, ouais, beaucoup, ouais. Et s'entourer de personnes, mais même ça, tes gosses, comment on fait à des enfants? Est-ce qu'il y a une matière qui manque peut-être pour que les gens puissent capter leurs valeurs et qu'elles soient pas juste scolaires? Qui manque, je pense pas. Je pense qu'il y a trop de matière. C'est le temps libre, matière temps libre qui manque. Moi, mon primaire, collège, c'était horrible. J'ai fait un lycée professionnel. Et là, je vais pas dire que j'ai adoré, mais je me suis plus retrouvé. On voit des choses concrètes. Dans un lycée professionnel. Okay. Et pourtant, au collège, on disait ouais, tu vas aller dans un lycée de pro, c'est pour les cassos et tout ça. On m'a dit des choses comme ça. Hein. Les profs, c'est chaud quand même de dire ça à des jeunes. Tu l'as vécu, au fond de toi, tu pensais que c'était bien, ou quand tu es arrivé en lycée pro, tu croyais ce que disaient les gens, que c'était un échec presque? Ouais, j'avais pas d'avis là-dessus. Okay. Franchement, je les écoutais pas, ils me disaient des dingueries, les profs. Ok. Ils me disaient il y a que 1 ou 2 profs qui m'ont soutenu au collège. Mon prof de maths, parce qu'il faisait de la planche à voile, et c'est un mec super, et mon prof de sport. Les autres, ils m'ont tous taillé. Et j'étais pas un cancre, mais j'étais mauvais. Ouais, bien sûr. Non, mais je vois. Et puis, t'avais peut-être pas envie de faire d'efforts aussi sur des choses où tu voyais pas forcément les fruits, quoi, derrière. Bien sûr. Je regarde l'heure, mais je crois que ça file. Et clairement, faut pas qu'on termine en retard aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un truc que moi, en tant qu'entrepreneur, tu pourrais me dire
Et j'accentue là-dessus pour débloquer des problèmes mentaux, Ouais. de la solitude et m'auto-convaincre que je vaux plus que ce que je ne pense par moment. Moi, je pense que là-dessus, chaque personne est différente, chaque personne a sa vision de la vie qui est différente, et elles sont toutes entendables et vraies en fait. Il n'y a pas une seule réalité qui fonctionne, chaque personne est différente. Donc te dire quelque chose comme ça, pour moi, c'est difficile, il faudrait que j'échange plus avec toi. Pour généraliser un petit peu, je reviens à ce que je disais, tout est possible, il faut pas se mettre de barrières. Si aujourd'hui tu t'estimes être là et que tu veux aller là, vas-y. Enfin, vas-y, donne-toi les moyens d'y aller. Et l'argent ne doit pas être un frein. L'argent ne doit pas être un frein. Aujourd'hui, moi, tous les projets que j'ai faits, j'avais pas d'argent. C'est la banque qui m'a financé par de la T'as dette. fait beaucoup de prêts, ouais. Beaucoup de prêts, bien sûr. C'est du business physique, donc on emprunte à la banque. Et c'est normal. Et c'est normal, bien Ok. sûr. Donc là encore aujourd'hui, j'ai des projets, je vais aller voir la banque pour emprunter. Et moi, c'est ce que je dirais, tout est possible si on en est convaincu et qu'on dégage une bonne énergie là-dessus auprès de ses partenaires. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Bon, je l'adresse à tous les gens qui nous écoutent parce que ce message, il n'est pas que pour moi, même si j'ai fortement besoin de l'entendre par moment. Je vais terminer là-dessus. C'est toujours à toi que je vais laisser le mot de la fin. J'essaie de capter un truc déjà, est-ce que tu es heureux aujourd'hui et apaisé? Ça dépend des fois. Ok. Ouais, ça dépend des fois. Parfois oui, parfois je me mets des gros coups de stress à moi-même. Parfois je vais être mon pire ennemi. T'es ok avec ça ou t'essayes de travailler là-dessus? Ou tu l'as au contraire accepté, quoi? Je l'accepte, mais je travaille dessus en même temps. Ouais. Et c'est peut-être la dernière chose. Dans toute ton enfance, ça commence à 5 ans, on a commencé là, on va Ouais. dire, où tu as des souvenirs et tu Mhm. décharges. À quel moment, avec toutes ces expériences, c'est quoi le jour où tu as commencé à croire en toi et tu as dit, en effet, tout est possible? Tu peux pas croire que tout est possible si tu crois pas en tes capacités. Donc, Ouais. Je dirais au retour du Chili. c'est le vrai. Chili, ouais. Ouais. Et allez, dernière question, je suis gourmand. Est-ce que tes parents, et surtout ton père, est-ce que tu penses qu'il est fier de toi et est-ce qu'il te l'a formulé vis-à-vis de la boîte que tu as reprise? Ouais, je pense qu'il est fier de moi. Est-ce qu'il me l'a formulé? Oui, il me l'a déjà dit, ouais. Ok. Ouais. Et tes frères et sœurs? Aussi, ouais, bien sûr. Bon, famille d'entrepreneurs dédicace. Ouais. Pas facile, Gaël, mais je voulais absolument essayer de comprendre comment des gens qui ne sont pas rentrés dans une famille d'entrepreneurs puissent avoir un mindset que toi tu as aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Donc on a essayé, mais j'espère qu'un max de personnes pourront s'identifier. Vas-y, dis-moi, je t'en prie. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est pas simple. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. C'est pas comme si j'avais démarré de 0-0 et j'en suis très conscient. Et de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat avec une famille qui ne vient pas de l'entrepreneuriat, je dis, c'est bien sûr que c'est possible, mais moi, c'est pas le chemin que j'ai eu. Donc il faut s'auto-convaincre et parfois il faut même se manipuler, se mentir et on verra qu'il y a des bonnes choses. Un grand merci. Je termine avec un grand merde à toutes les personnes qui doutent, qui sont seules ou qui doutent de leur capacité à réussir mais qui ont surtout de grandes ambitions. Foncez et allez, vas-y, je te laisse le mot de la fin. Merci Yacine pour ce moment d'échange. Semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.